En décembre 2024, Mayotte est touchée par un terrible cyclone. Partout dans le monde, des catastrophes terribles frappent les populations. Certaines s'en relèvent, d'autres pas. Pourquoi est-ce que certains territoires survivent et prospèrent après des crises majeures alors que d'autres s'effondrent? Est-ce que c'est une question de ressources, d'organisation sociale ou de culture? Aujourd'hui, on explore les mécanismes de la résilience territoriale. Salut, je vous emmène à la découverte du concept de résilience territoriale en croisant les approches sociologiques, anthropologiques et géographiques. Face aux défis climatiques, économiques ou sociaux, les territoires doivent non seulement s'adapter, mais aussi se réinventer. Dans cette vidéo, on va aborder 3 questions clés. Comment est-ce que le concept de résilience s'est construit théoriquement, les interactions entre les limites planétaires et les dynamiques sociales, et enfin les stratégies concrètes pour transformer les crises en opportunités. C'est parti. La résilience est empruntée initialement aux sciences physiques. Elle s'est enrichie par des apports multiples. En écologie, le concept a été formalisé par Crawford Stanley Olling pour décrire les capacités des systèmes complexes à absorber les perturbations sans perdre leurs fonctions essentielles. Mais en sciences sociales, elle s'est élargie pour intégrer les dimensions humaines et culturelles. Je vous propose d'écouter le neuropsychiatre et éthologue Boris Cyrulnik. Il était l'invité de la Grande Librairie sur France 5. Dès l'instant où on emploie le mot résilience, implicitement, ça veut dire que je ne peux devenir moi-même que s'il y a un autre. Seul, mon cerveau s'atrophie. C'est-à-dire que je ne peux, il faut l'individu est pénétré, sculpté par l'environnement. En France, Catherine et Raphaël Larère indiquent que la résilience implique une co-construction entre les sociétés et leur environnement. En clair, la résilience territoriale, ce n'est pas juste une affaire de ressources physiques, elle dépend aussi des relations sociales, des pratiques culturelles et de la mémoire collective. Elle repose sur des capacités des communautés à mobiliser leurs liens sociaux, leurs pratiques culturelles et leur mémoire collective pour s'adapter et reconstruire face aux crises. Plus une organisation sociale développe des liens entre les individus, des activités de valorisation de son identité et de sa culture, plus elle s'équipe pour être résiliente. Edgar Morin, dans son introduction à la pensée complexe, parue en 2005, met en avant l'interdépendance entre les systèmes sociaux et les systèmes naturels. Il insiste sur la nécessité d'une approche systémique, c'est-à-dire une approche qui consiste à analyser un phénomène en tenant compte de l'ensemble des interactions entre ces éléments et de ses relations avec son environnement pour comprendre sa dynamique globale. Je vous propose d'écouter Edgar Morin au Congrès mondial pour la pensée complexe en 2016. La nécessité d'une pensée complexe, apte à saisir les relations entre les divers et multiples processus, apte à détecter les antagonismes et les complémentarités, apte à s'attendre à l'inattendu, apte à scruter le probable et l'improbable, est devenue aujourd'hui à la fois impérieuse et vitale. Magali Reguezazit rappelle que la résilience ne doit pas être confondue avec la simple résistance. C'est une dynamique, c'est un processus qui engage les capacités d'adaptation, mais aussi et surtout de transformation des territoires. Elle invite à penser la résilience comme un processus évolutif et souvent conflictuel, notamment parce qu'il s'agit de mobiliser des populations. Les 9 limites planétaires définies par Rockström et Stephen structurent les discussions sur la résilience des territoires. Ces seuils écologiques déterminent les conditions nécessaires pour maintenir un équilibre planétaire, mais leur dépassement met en lumière les inégalités sociales et les inégalités territoriales. François Gémen explique que les régions les plus touchées par les crises écologiques sont souvent celles qui disposent de la plus faible capacité d'adaptation, et ça a pour effet d'accentuer les inégalités globales. Et on voit bien que l'action d'un gouvernement européen ne peut pas se limiter uniquement à sa part des émissions de gaz à effet de serre et qu'il faut pouvoir se dire qu'est-ce que je peux faire pour que les autres n'émettent pas non plus de gaz à effet de serre. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la trajectoire des émissions de gaz à effet de serre continue à augmenter année après année. C'est malheureusement le fait que les pays émergents augmentent très substantiellement leurs émissions de gaz à effet de serre et que les pays industrialisés n'en font pas suffisamment. Mais donc aujourd'hui, quand on est un pays industrialisé, il faut se dire comment est-ce que je peux travailler avec les émergents
et demain avec les pays en développement, pour qu'on aille vers des modèles de développement décarbonés. Faire sa part, ce n'est pas suffisant. La crise écologique s'accompagne d'une crise des représentations, selon Bruno Latour, parce que les acteurs locaux et globaux interprètent différemment les limites planétaires. Les territoires les plus riches adoptent des solutions technologiques plus coûteuses à concevoir et à mettre en œuvre, comme les énergies vertes ou les infrastructures résilientes, alors que les territoires pauvres, eux, développent des formes d'adaptation informelles, souvent invisibilisées par les politiques publiques, comme les systèmes rudimentaires de récupération des eaux de pluie ou des bricolages de micro-installations solaires. En sociologie, Ulrich Beck a montré que les crises écologiques modernes révèlent des tensions entre mondialisation et ancrage local. Les limites planétaires ne sont pas simplement des contraintes écologiques, elles modèlent aussi les structures sociales générant des conflits autour de leur gestion et de leur gouvernance. La résilience repose sur la capacité des territoires à dépasser la gestion des urgences pour intégrer des transformations profondes. En anthropologie, les travaux de Tim Mangold montrent que la résilience se construit dans les pratiques quotidiennes, souvent à travers des savoirs locaux. Par exemple, dans les Cévennes, des initiatives de permaculture et des initiatives agroécologiques illustrent concrètement comment des communautés rurales peuvent régénérer leur environnement tout en renforçant leur autonomie. Dans les environnements urbains, Magali Reguezazit a étudié les villes résilientes où les infrastructures et les politiques publiques s'adaptent à la montée des eaux ou au développement des îlots de chaleur. À Nantes, par exemple, des projets comme les écoquartiers démontrent que les crises peuvent être des leviers pour réinventer l'urbanisme. Mais comme l'explique Catherine Larère, la résilience ne doit pas être réduite à un discours techniciste ou managérial. Elle implique une réflexion éthique sur les priorités sociales. Quels territoires doivent être protégés en priorité? Qui bénéficie des innovations? Ce sont des choix politiques ancrés dans des rapports de pouvoir. Bref, la résilience territoriale est un concept dynamique qui repose sur 3 piliers, l'adaptation, la transformation et l'éthique. Elle invite à repenser nos modèles de développement à travers une approche nécessairement systémique. Voilà, j'espère vous avoir donné envie d'en savoir plus sur le sujet. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de votre territoire. À bientôt. Salut!